Dans un village animé du sud du Nigeria, niché entre des collines verdoyantes et des champs de manioc baignés par le soleil, les étudiants de l'université d'Ifé se préparaient pour une journée mémorable. C'était une belle matinée, où l'air sentait la terre humide et les fleurs d'hibiscus. Une trentaine d'étudiants, tous vêtus de leurs uniformes impeccables, chemises blanches et pantalons ou jupes kaki, s'agitaient autour d'un vieux bus scolaire peint en jaune et vert, garé devant l'entrée de l'université. Ce jour-là, ils partaient pour une visite exceptionnelle à l'usine Toyota de Lagos, une opportunité rare de découvrir les rouages d'une grande entreprise et de nourrir leurs rêves d'avenir. À la tête du groupe se trouvait Kemi, une jeune femme de 20 ans, étudiante en ingénierie mécanique, connue pour son intelligence vive et son sourire éclatant. Elle était l'organisatrice de ce voyage, une responsabilité qu'elle portait avec fierté. À ses côtés, son meilleur ami, Tang, un garçon jovial et un peu distrait, plaisantait avec les autres, faisant rire tout le monde avec ses imitations des professeurs. Parmi les étudiants, il y avait aussi Esha, une jeune fille discrète mais observatrice, toujours un livre à la main, et Chukwudi, un garçon robuste qui rêvait de devenir ingénieur automobile et qui parlait sans cesse des voitures qu'il construirait un jour. Le soleil montait dans le ciel, et l'excitation était à son comble. Les étudiants chargeaient des sacs remplis de cahiers, de stylos et de quelques collations, des bananes, plantains frites et des bouteilles de Fanta. Le chauffeur, Baba Sola, un homme d'âge mûr avec une barbe grisonnante et un rire rauque, klaxonna pour signaler que le bus était prêt. « Allez, les enfants, on y va. Lagos nous attend, cria-t-il, provoquant des éclats de rire et des applaudissements. Mais dans l'effervescence, une chose importante fut oubliée. Dans la tradition du village, aucun voyage, qu'il soit long ou court, ne devait comme. Si confiant, laissa tomber son bâton. Esha s'agenouilla immédiatement et commença à réciter une prière yoruba, invoquant Ogun, le dieu des routes et du fer, pour leur protection. Quelques étudiants se joignirent à elle, leurs voix tremblantes s'élevant dans l'air lourd. Alors qu'ils priaient, un craquement retentit à nouveau, mais cette fois, il venait de la forêt. Les arbres semblaient s'écarter, révélant une silhouette indistincte, à peine visible dans l'ombre. Elle était grande, élancée, avec des contours qui semblaient changer à chaque instant, comme si elle n'appartenait pas tout à fait à ce monde. Ses yeux, d'un rouge incandescent, brillaient dans l'obscurité. Les étudiants hurlèrent, se serrant les uns contre les autres. Kemi, malgré sa peur, s'avança, les poings serrés. « Qui êtes-vous? Que voulez-vous » cria-t-elle, sa voix résonnant dans la forêt. La silhouette ne répondit pas, mais le murmure s'intensifia. « Vous avez défié la route. Vous devez payer le prix. » Puis, aussi soudainement qu'elle était apparue, la silhouette disparut, laissant derrière elle un silence oppressant. Le groupe était en état de choc. Chukwudi, tremblant, murmura, « C'était un esprit. Je l'ai senti. Ce n'était pas humain. » Esha, toujours à genoux, ajouta, « C'est notre faute. On a ignoré les traditions. Maintenant, la route nous punit. » Kemi, bien que terrifiée, prit une profonde inspiration. Elle savait qu'elle devait garder le groupe uni. « Écoutez-moi, tous. On ne peut pas rester ici à paniquer. On va trouver un moyen de sortir de cette forêt. Esha, tu as raison, on aurait dû prier. On va le faire maintenant, tous ensemble. Ensuite, on décidera quoi faire. » Les étudiants, encore sous le choc, acquiescèrent. Ils formèrent un cercle, main dans la main, et sous la direction d'Esha, ils entonnèrent une prière fervente, implorant la clémence des ancêtres et la protection des dieux. Mais alors que leur voix s'élevait, un grondement sourd résonna sous le racine noueuse qui semblait vouloir les attraper. L'air était lourd, chargé d'une odeur de terre humide et de quelque chose d'autre, quelque chose de métallique et ancien. Esha murmurait des prières en yoruba, sa voix devenant une sorte de bouclier pour le groupe. Après quelques minutes de marche, ils arrivèrent dans une clairière étrange. Au centre se dressait un autel de pierre, envahi de lianes et gravé de symboles anciens. Sur l'autel reposait une petite statue en bois, représentant une figure humanoïde avec des yeux sculptés en forme d'amande. À côté, un bol en terre cuite contenait des cendres et des plumes d'oiseaux. « C'est un autel d'Ogun » murmura Esha, reconnaissant les symboles.
le dieu des routes et du fer. Cet endroit est sacré. Soudain, le vent se leva à nouveau, et les plumes dans le bol s'envolèrent, formant un tourbillon au-dessus de l'autel. Les yeux de la statue semblèrent s'illuminer d'une lueur rouge, et la voix murmura encore, « Vous avez oublié. Trouvez l'offrande perdue, ou la route vous réclamera. » Les étudiants reculèrent, terrifiés. Tind, tentant de garder son calme, chuchota, « Une offrande perdue? Qu'est-ce que ça veut dire? » Escha, les mains tremblantes, s'approcha de l'autel et examina les cendres. Quelque chose manque ici. Les anciens offraient souvent un objet précieux à Ogar, un outil, une lame, ou une amulette. On doit le retrouver. Chukwudi, toujours pragmatique, commença à fouiller les environs de l'autel. Sous une racine, il trouva un éclat de métal brillant, à moitié enfoui dans la terre. C'était une petite lame, rouillée mais ornée de motifs complexes. Ça pourrait être ça, dit-il, la tenant prudemment. Mais à l'instant où il la toucha, un hurlement inhumain déchira l'air, et l'ombre aux yeux rouges réapparut, cette fois plus proche, ses contours plus nets. Elle semblait faite de fumée et de ténèbres, avec des griffes longues comme des dagues. « Posez-la !» cria Escha. Chukwudi lâcha la lame, et... Rivière. Dans les histoires des anciens, un sacrifice du cœur n'est pas toujours un objet. Parfois, c'est une partie de nous-mêmes, notre orgueil, notre peur, notre égoïsme. Elle se tourna vers Kémy. Nous devons offrir quelque chose de vrai, quelque chose qui montre que nous avons compris la leçon. Kémy baissa les yeux sur la lame, puis sur ses amis. Elle repensa à l'excitation du départ, à leur négligence, à leur arrogance face aux traditions. Elle comprit que leur faute n'était pas seulement d'avoir oublié de prier, mais d'avoir ignoré l'importance de l'humilité et du respect pour les forces qui les dépassaient. Prenant une profonde inspiration, elle s'avança vers la rivière, la lame toujours dans ses mains. « Je sacrifie mon orgueil, » dit-elle d'une voix claire. « J'ai cru que je pouvais tout contrôler, que les traditions n'étaient que des superstitions. J'avais tort. Je demande pardon à Ogar et aux ancêtres. » Un à un, les autres étudiants s'approchèrent. Tind, les joues rouges, murmura, « Je sacrifie ma légèreté. J'ai plaisanté au lieu de respecter la route. » Chukwudi, serrant son bâton, ajouta, « Je sacrifie mon arrogance. Je pensais que mes rêves me rendaient supérieur aux anciennes voies. » Escha, la dernière, s'agenouilla et dit, « Je sacrifie ma peur. J'ai douté de la force des prières, mais je crois maintenant. » Alors qu'ils parlaient, ils placèrent la lame dans l'eau de la source. Escha guida le groupe dans une prière finale, invoquant Ogar avec ferveur. Les eaux de la rivière se mirent à bouillonner doucement, et une lumière dorée enveloppa la lame, dissolvant la rouille et révélant sa beauté originelle. L'esprit, qui les observait toujours, sembla s'adoucir. Ses yeux rouges s'éteignirent, remplacés par une lueur plus chaude, presque bienveillante. « Vous avez appris ?» murmura la voix. « La route est satisfaite. Rentrez chez vous, mais n'oubliez jamais. » Puis, dans un souffle de vent, l'esprit disparut, et la forêt retrouva son calme.